On va reprendre avec une table ronde qui m'emballe et vous aussi j'espère. Elle est trop facile, je ne pouvais pas résister. Donc on va parler emballage, normes, bonnes pratiques et évolution. Tout ceci en compagnie à mes côtés d'Arnaud Duspasquier. Bonjour Arnaud, si vous prenez un micro, on va pouvoir le tester comme ça. Ah pardon, vous êtes équipés tous les trois, je ne vous embête pas. Vous êtes dirigeant de FCE Arrimage et représentant de l'EUMOS, l'association européenne de logistique Move Safely. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. À vos côtés, Cécile Laroche, vous êtes responsable notamment de la prévention, transport et stockage chez AXA XL. À vos côtés, Niklas Schellhorn, vous êtes Operation Manager International Unit and Surveyor chez Batterman et Tillery Global Marine, commissaire d'avarie. Alors, on va commencer à la base. Cécile, c'est quoi un emballage? Ça sert à quoi un emballage? Ça paraît bête, mais non. Alors un emballage, c'est crucial. C'est un élément qui permet de préserver l'intégrité du produit tout au long de la chaîne logistique, qui peut être très complexe et très longue, jusqu'à sa destination finale. Je fais aussi la déco, je vais juste faire comme ça pour que votre micro ne soit pas pris. Voilà. Par les cheveux. Et pourquoi c'est super important, un emballage? Parce que c'est lui qui va finalement garantir la satisfaction du client final. Si vous avez un emballage qui est adéquat, votre produit arrivera intact à destination et donc c'est un fait majeur pour la garantie, pour la satisfaction du client final. Concrètement, qui emballe? Qui s'occupe de l'emballage? Alors la responsabilité de l'emballage, c'est la responsabilité du donneur d'ordre au départ. Mais finalement, c'est une responsabilité qui est partagée, puisque dans une chaîne logistique, il y a énormément d'intervenants. Donc, vont contribuer finalement à l'adéquation de l'emballage, le chargeur, l'emballeur évidemment s'il y en a un, le transporteur, l'expéditeur et le logisticien. Il y a des moments où les gens ne sont pas très clairs sur qui doit le faire. Oui, bien sûr, c'est une zone grise, mais c'est vraiment une responsabilité partagée. L'emballage, finalement, il faut se poser les bonnes questions qui sont de bon sens et ensuite partager les réponses avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous partez en voyage. Vous regardez la météo à destination, vous vous demandez combien de correspondances vous allez avoir, est-ce qu'il vaut mieux avoir une valise cabine, une valise en soute, et bien sûr, vous étiquetez votre bagage. Là, les gens ne le font pas forcément. Pas tout le temps, et c'est vrai que c'est un point majeur. Niklas, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a des règles qui sont posées? Parce que là, quand on écoute Cécile, ça n'a pas l'air forcément inscrit dans le marbre. Oui, il y a des règles, mais il n'y en a pas en même moment. Parce qu'il y a beaucoup de référentiels, des normes différentes concernant la stabilité, l'intégrité et tout cela de l'emballage, mais ce n'est pas harmonisé et ça dépend vraiment aussi de l'endroit du pays et cela, et ce n'est pas tout à fait obligatoire. Mais il y a une exception, c'est une norme qui concerne le traitement du bois utilisé pour l'emballage ou l'arrimage. Alors oui, ça intéresse une centaine de pays, alors c'est alors, plutôt important. Expliquez-nous cette règle sur ce bois, mais peut-être avant, on fait encore beaucoup de caisses en bois et ça va être utilisé pour quoi? Enfin, en termes de proportion par rapport aux emballages, cette norme que vous allez nous expliquer, elle concerne beaucoup des emballages? Oui, parce que ça concerne le bois. Et le bois est toujours utilisé pour les emballages et c'est la norme de laquelle je parle du NIPM 15 et c'est une norme concernant le bois frais qui doit être traité avant d'être utilisé et c'est pour protéger la flore et la faune locale contre des ravageurs du bois frais qui peuvent être transportés de l'un endroit à l'autre endroit et
impact négatif à l'environnement. Mais il faut souligner ici que ça concerne vraiment juste les ravageurs du bois frais qui peuvent causer des problèmes. Et pour cela, le bois d'emballage et d'arrimage doit être traité. Et très concrètement, en fait, c'est pas du tout pour protéger les produits qu'on emballe, c'est vraiment pour protéger les pays où vont arriver, qu'on transporte pas, j'imagine, du ravageur. Oui, tout à fait correct. Et comment on fait ce traitement? C'est un traitement thermique ou par fumigation. Et il y a, après le bois est traité, il y a un cachet qui sert comme preuve et un certificat où c'est noté le type de traitement et la compagnie qui a fait le traitement. Alors normalement, ça ne devrait pas causer des problèmes, ça ne devrait pas causer des sinistres, mais d'une certaine des années, on a vu dans notre profession, comme commissaire d'avarie, qu'il y avait beaucoup de cas où il y avait l'export de l'Europe à les États-Unis, où il y avait des réclamations, où il y avait beaucoup de problèmes qui ont été créés par les autorités. Et on pourrait quelquefois même croire que c'est peut-être plutôt un acte de protectionnisme. Hein? Non, c'est pas leur genre aux États-Unis. Peut-être un mot sur cette image. Donc, vous nous expliquez le... Oui, là, c'est un cas de notre bureau que je peux parler, peut-être ça va expliquer un peu de ce que j'ai parlé avant. Il y avait des installations des machines, vous voyez, c'est truc assez grand, je crois, qui ont été transportés de l'Allemagne vers les États-Unis. Et les autorités ont refusé parce que pendant le contrôle, on a découvert des coléoptères. Mais alors c'était très bien documenté par les autorités et après tout le process qui est normal dans les États-Unis a commencé et ça veut dire que l'exportateur avait juste 2 semaines pour réoccuper sa marchandise et il n'y a pas de discussion dans ce cas. Ni des experts sont permis de faire des photos, on ne peut pas faire une expertise là-bas dans les États-Unis. Cette fois, on avait la chance que c'était assez bien documenté par les autorités et qu'on a gagné accès à ces documents. Ils ont même découvert le tube de ravageur. Et maintenant, c'était un ravageur de bois sec, alors pas de bois frais. Alors normalement, ça ne concerne pas la norme NIPM 15, mais ça n'a rien à dire. Il fallait quand même récupérer la marchandise, la transporter en Allemagne. Et après, nous, on a fait une expertise nous-mêmes et on a collaboré avec un entomologiste. Et lui, il a vraiment confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un ravageur de bois frais, mais que normalement ça ne devrait pas causer des problèmes. Et même il pourrait déterminer à cause de l'âge que le ravageur doit être venu dans le bois pendant le transport. Maintenant, il faut se demander, est-ce que c'était vraiment un sinistre de transport ? Parce que rien s'est passé avec la marchandise. Mais quand même, on avait un montant de sinistre de 85 000 € juste pour la documentation. Et je le trouve très drôle. Si vous regardez sur les images, on peut presque pas voir le ravageur. Ce sont des trucs noirs très petits dans le bois utilisé pour l'emballage d'une machine. Et oui, c'est une interprétation d'une norme et un animal très petit comme ça a créé un montant de sinistre si haut. Alors, si je résume, un montant de sinistre énorme, j'imagine un temps perdu colossal parce que peut-être que la machine a été renvoyée après, mais j'imagine beaucoup de temps perdu. Une mauvaise foi des autorités américaines. Concrètement, comment ça s'est terminé? Vous avez dû renvoyer la machine avec une autre boîte, enfin dans un container, j'imagine? Oui, mais c'est comme ils font, c'est ça. C'est pourquoi on présente ce thème dans ce table ronde, parce que c'est vraiment extraordinaire. Hein.
Arnaud, je reviens aux emballages peut-être plus classiques. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de sinistres tiennent au fait que, en toute logique, on a tous une boîte en carton qui arrivait un peu écrasée chez soi. Hein. Donc, si on prend la version un peu plus professionnelle, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour tester la qualité de ces emballages. Alors, c'est votre spécialité. Comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, je confirme. Il y a bien des tests qui existent, mais avant de parler des tests, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur pourquoi est-ce qu'on doit les faire. Aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'un emballage ou une marchandise, elle va partir d'un point A, alors potentiellement elle va être stockée pendant un moment, ensuite elle va être manutentionnée à plusieurs reprises, et puis bien sûr il y aura la phase transport. Dans cette phase transport, il y aura des phases potentiellement routières, mais également maritimes, ferroviaires et potentiellement aériennes. Donc, si on veut tester ces marchandises, il faut déjà se poser des questions sur par quoi en fait elles vont traverser, quelles vont être ces épreuves, si on peut dire, et surtout finalement est-ce qu'on peut simuler des tests qui vont représenter de manière à peu près correcte ce que l'emballage va supporter. Et donc finalement l'un des plus gros phénomènes que va rencontrer un emballage, ça va être les accélérations, et donc aujourd'hui il existe 2 tests sur ces sujets. Une photo. Oui, bien sûr. Pardon. Alors, les 2 tests dont on parle, il y en a 2 principaux, et donc ceux-là, ils sont beaucoup utilisés en Europe. À gauche, on va avoir le test MOS 4509. Alors, je connais bien ce test puisque c'est l'association que je représente aujourd'hui qui l'a mis sur papier il y a à peu près 12 ans. C'est un test qui est défini dans une directive européenne et donc qui aujourd'hui peut être reconnu à travers l'Europe. Alors, on reviendra dessus un peu plus tard, vous allez voir que ça va être une question d'accélération. Le deuxième test, qui est selon la norme N1295-1, annexe D, va plutôt incliner la marchandise et donc mettre en évidence s'il y a des défauts. Vous parlez de réglementation européenne, de directives. Concrètement, c'est obligatoire de tester ces emballages ? Alors, ce n'est pas vraiment obligatoire au sens propre. Maintenant, si on regarde un petit peu le Code des transports, il va dire qu'un emballage doit supporter des conditions de conduite normale et de manutention successives. Donc, finalement, on n'est pas obligé de tester son emballage quelque part. On peut aussi calculer, on peut faire un dimensionnement empirique. Mais c'est vrai que... C'est assez risque et péril. C'est-à-dire que si on n'a pas testé, a posteriori, on peut prouver que ce n'était pas un bon emballage. Exactement. Le test permet de trancher et de prédéfinir un peu ce qui va se produire. Donc, si je peux avancer. Donc effectivement, on va voir ces 2 tests qui sont inclinaison et accélération. Alors je vous montre un premier test qui est une vidéo. Là, c'est le test MOS 4509. Donc là, le test a raté puisqu'on voit que l'emballage s'est détruit. On modifie l'emballage et on va retester cette fois-ci. Et donc l'emballage ne bouge plus. En tout cas, il ne bouge plus. Il ne se détériore plus. Il faut imaginer que l'emballage tel qu'il a été testé, il y a un expert en amont qui a prédéfini quelles accélérations on va régler sur les machines. Parce que j'espère qu'on ne fait pas ça avec tous les produits. Là. Le truc qui tourne, c'est un peu violent quand même. Oui, vous voulez parler du filmage ? Oui. Ah oui, c'était pendant le filmage, donc c'était une accélération. Donc après, en effet, le petit choc comme ça, oui, je l'ai vu dans le camion devant chez moi. Ça. Alors, il faut bien se dire que ce test-là, on le fait sur une palette, et quand on va répéter la fabrication des autres palettes et qu'on va les emballer, elles vont être emballées conformément à ce test-là. Donc ça veut dire qu'on teste une palette sur peut-être, j'exagère, mais 100 000, et c'est la première palette qui va dimensionner tout ça. Alors, le deuxième test, c'est un test d'inclinaison. Donc, pareil, cette fois-ci, on vient lever la marchandise tout doucement et on va voir comment elle se comporte. Mal, je le sens pas bien. Là. Effectivement, vous avez deviné, donc pas très bien. Alors, le deuxième test, avec une autre façon de sécuriser les tonneaux, les barils, et vous voyez que cette fois-ci, ça fonctionne. Alors, que ce soit le premier test ou le deuxième test, ils viennent refléter des accélérations que va subir l'emballage. Et donc finalement, encore une fois,
On va choisir l'accélération qui correspond le mieux à l'emballage et ensuite on va soit l'incliner, soit augmenter l'accélération jusqu'à obtenir la certification désirée. Donc, ce qui me surprend un peu là quand on regarde, et vous l'avez dit vous-même, c'est du filmage. Hein. À l'heure de la décarbonation et du zéro plastique, c'est un peu surprenant. Alors est-ce qu'il n'y a que le filmage qui marche aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que vous travaillez à d'autres solutions? Oui, alors c'est une très bonne question puisque l'emballage plastique c'est assez, voilà, c'est ce qu'on utilise tout le temps aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment utilisé dans toutes les industries et pourtant aujourd'hui l'Europe en fait la chasse. Clairement on n'en veut plus, on veut plus d'emballage plastique et il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors le problème c'est que moi ça me fait penser à un de mes clients qui avait décidé pour diminuer son emballage, en fait, il avait décidé de ne plus rien faire du tout sur l'emballage de ses fûts. Ça s'est très très mal passé pour lui. Et donc voilà, l'idée c'est pas d'arrêter d'utiliser l'emballage, l'idée c'est de le remplacer par quelque chose, par une solution autre. Ici on a 6 solutions, alors 5 parce que l'autre c'est plutôt des caisses, mais la première c'est d'augmenter la friction à l'intérieur des paquets avec du papier anti-glisse. Donc là ça permet finalement, par loi physique, hein, finalement, de diminuer les accélérations ou plutôt de freiner les accélérations. Là on met du papier de verre entre deux, quoi, en gros. Et on va quand même mettre du plastique autour, mais de manière extrêmement fine. C'est-à-dire qu'on va diminuer considérablement l'utilisation de plastique. C'est la même chose pour le grip fixe, juste à côté. Puisque, vous voyez, c'est une colle qu'on va projeter en fait sur les emballages. Pareil, l'idée c'est d'augmenter la friction à l'intérieur du paquet et donc de diminuer considérablement le conditionnement. J'imagine que c'est une colle carbonée, mais on a quand même moins de consommation, c'est ça que vous me dites? J'espère, oui. Pour la troisième, la box plastique hein, qui est très très utilisée dans l'automobile historiquement et qu'on commence à voir dans des plus petits industriels. Déjà, ça se réemploie. Ça se fait encore, ouais. On a le drum clip qui a son cousin, le drum guard, qui sont des emballages zéro plastique pour les fûts. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ça permet d'être réutilisé et pour le drum clip, on peut même simplifier la sécurisation de la charge par sanglage puisque ça protège le produit et ça simplifie la mise en place des sangles. Donc ce sont aussi des super alternatives. Les produits sont récupérables. Donc finalement, en termes d'écologie, on est vraiment parfait. On a les housses réutilisables hein, qui sont, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer hein, puisque ça s'entend en elle-même, on récupère finalement notre emballage et on va le réutiliser. Et puis je fais un petit aparté sur l'évolution des emballages puisque on voit apparaître ces dernières années de plus en plus d'expéditeurs qui commencent à faire sortir les points d'ancrage de leur caisse. Alors, c'est tout bête, mais aujourd'hui, quand on emballe une caisse et qu'on va la sécuriser par sanglage, ben, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'on ne sait pas vraiment où placer les sangles, on ne connaît pas vraiment l'efficacité de la caisse. En faisant sortir les points d'arrimage, ça permet de simplifier la sécurisation et c'est extrêmement efficace. Oui, ça paraît basique, enfin, on ne comprend pas pourquoi on n'avait pas pensé avant, mais c'est radical. Tout à fait. On arrive presque au terme avec un peu d'avance, mais je pense pas que personne nous en voudra. Si on doit peut-être très concrètement dans la salle, beaucoup de gens sont amenés à surveiller l'emballage, à transporter des produits emballés. Qu'est-ce que vous pourriez leur faire passer comme message pour mieux emballer? Mon fils aimerait beaucoup, je reconnais, mon ado de fils aimerait mieux. Si on fait les bons conseils pour bien emballer. Nicolas, vos conseils? Je conseille d'abord de ne pas voir l'emballage et la chaîne du transport et tous ces topics de logistique comme des expenses superflues. Parce que vraiment, c'est ça qu'on voit dans notre quotidien, comme dit commissaire d'Avarie, chaque jour qu'il y a beaucoup de sinistres qui voulaient pas se passer, s'il y a la organisation dans les entreprises, s'il y a des investigations, d'accord. Et si on ne voit pas le transport comme quelque chose, oui, on le fait parce qu'on doit le faire. Et ça, c'est vraiment, je crois, le début où il faut commencer. Cécile? Alors, pour compléter ce que dit Nicolas, moi j'aimerais apporter un chiffre. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers des sinistres
qui sont en lien avec un défaut d'emballage. Donc c'est vraiment très important et il n'y a pas de fatalité. Donc si j'ai un conseil à adresser, c'est de se préoccuper des différents rôles de l'emballage, puisqu'il n'en a pas qu'un seul. Il protège en effet, mais il communique. On a tous vu attention fragile sur un emballage. Il fluidifie la chaîne logistique, puisque vous pouvez avoir des moyens de manutention qui sont différents d'un continent à l'autre. Et donc ces moyens de manutention doivent être pris en compte, sinon les opérateurs font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Et c'est là qu'intervient le sinistre. Et puis, bien sûr, il a un impact environnement, puisque l'emballage, c'est de la matière, c'est de l'énergie, c'est de l'eau. Et donc, il faut vraiment essayer d'optimiser cet emballage, donc qui peut être recyclable, recyclé, ou réutilisables, puisque vous avez des produits transportés qui sont si spécifiques qu'ils ont leur propre emballage. Et dans ce cas-là, alors je grossis le trait, mais l'emballage a finalement autant d'importance que le produit. Si vous n'adressez pas correctement ce sujet, votre produit va être mal transporté et va générer un sinistre. Donc pour rejoindre ce que dit Nicolas, j'ai envie de dire que certes, l'emballage a un prix, mais son inadéquation a surtout un coût. Et il est plus facile de maîtriser le premier que le second. Arnaud, et ce sera le mot de la fin. Très bien. Alors moi, j'aimerais quand même déjà, pour mieux emballer, il faut déjà se rendre compte que notre emballage, il est pas terrible. Et ça, c'est le premier levier qu'on essaye d'activer chez l'industriel. Quand on nous envoie une photo en nous disant voilà, vous allez venir nous aider à sécuriser le chargement, etc. Ils attendent de nous qu'on vienne mettre plus de sangles ou qu'on vienne dire au conducteur roule plus doucement. Parce que pour lui, pour l'industriel, effectivement, ça vient toujours d'une erreur de conduite, que le conducteur a dû freiner d'urgence, potentiellement pour éviter un enfant, mais voilà, là on va lui mettre potentiellement la faute sur lui. Ça peut être aussi le camion n'était pas adapté ou la typologie du transport ne convenait pas. Donc déjà se rendre compte qu'on a un problème d'emballage et une fois qu'on est au courant, trouver la meilleure solution, la tester, la calculer si besoin et ensuite la mettre en œuvre. Comme l'a dit Cécile, c'est un emballage, c'est un coût, mais réellement, chaque euro qu'on investit dedans, ça permet vraiment de sécuriser toute la chaîne logistique, puisque finalement, un produit qui arrive en retard ou en mauvais état, c'est toute la chaîne logistique qui en pâtit. Ben merci beaucoup à tous les trois, ça m'a emballé.